Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de ce journal. La clôture de la conférence de mobilisation des ressources du Tchad. Les besoins du plan national de développement sont estimés à 600 milliards de francs CFA. À cette occasion, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debé est revenu pour nous sur les priorités du gouvernement tchadien. En Mauritanie, les opérations de dépouillement des voix ont débuté après le scrutin présidentiel de ce samedi. Les observateurs restent pour la plupart unanimes sur le bon déroulement du vote. Le report des élections communales au Mali pour raison de sécurité, une décision prise à l'issue d'une rencontre entre les représentants des partis politiques, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la délégation générale aux élections. La conférence de mobilisation des ressources est ouverte ce vendredi à Paris pour appuyer le financement du plan national de développement du Tchad. Différentes délégations ministérielles étaient présentes lors de cette rencontre. Le Premier ministre tchadien Kalzebe Pahimi Debé est revenu pour Africa 24 sur les priorités du gouvernement et sur la dynamique de l'économie du pays. Paul de Singoué et Aminata Diak. 609 milliards de francs CFA, c'est le montant dont aurait besoin le Tchad pour compléter le financement de son plan national de développement 2013-2015. Un appel à soutenir le programme a été lancé ce samedi à Paris, la capitale française, lors de l'ouverture de la conférence de mobilisation des ressources initiée par le gouvernement tchadien. 8 secteurs sont concernés, notamment l'agriculture qui bénéficiera d'une bonne partie des ressources mobilisées. Le quinquennat, les 3 premières années étaient dédiées au monde rural. Ce monde rural-là a des attentes. Il faut dire que le chef de l'État, à travers la mécanisation de l'agriculture, a beaucoup fait. Mais comme les besoins sont énormes, la plus grande partie des ressources du PND doit encore être investie là et en urgence pour pouvoir répondre aux besoins, aux soucis du monde rural. Ces dernières années, le Tchad s'est investi dans l'amélioration de son climat des affaires afin d'attirer les investisseurs. Son rôle en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique constituerait également un atout pour gagner la confiance de ses partenaires financiers. C'est la situation du Tchad qui l'explique aussi, qui explique les résultats auxquels on est parvenu. Vous avez un pays aujourd'hui assez stable, avec un code d'investissement assez attrayant, avec un climat des affaires qui se veut de plus en plus assaini, avec un effort que nous mettons sur la gouvernance. C'est tout cela qui a contribué aux résultats auxquels on est parvenu. Et puis, nous constituons un verrou important dans le système sécuritaire de toute l'Afrique et nous avons un effort à faire tous pour maintenir la paix. Pour soutenir le développement du Tchad, les principaux partenaires recommandent aux autorités de poursuivre les réformes structurelles et appellent à une gestion maîtrisée des finances publiques. Une meilleure prise en compte des diasporas dans le financement des projets structurants leur a été également suggérée. Les électeurs mauritaniens étaient appelés ce samedi à choisir le 10e président de l'histoire de leur pays. Après le vote, chaque bureau a procédé au dépouillement et a acheminé les résultats vers la Commission électorale nationale indépendante. Même si beaucoup reconnaissent l'absence d'enjeu, les observateurs restent pour la plupart unanimes sur le bon déroulement du scrutin. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. L'heure est au décompte des voix en Mauritanie après la fin des opérations de vote. L'élection présidentielle qui a eu lieu dans le pays samedi a connu la participation de nombreux électeurs qui sont venus choisir leur président pour les 5 prochaines années. Les spéculations vont bon train sur le taux réel de participation. Les observateurs, quant à eux, donnent déjà leur satisfecit au scrutin. Nos observateurs ont sillonné plusieurs bureaux de vote et nos premiers constats, c'est que le scrutin s'est déroulé sans obstacle majeur. Les quelques rares irrégularités rencontrées, ça et là, ne sont pas de nature à remettre en cause le vote des électeurs. Un scrutin présidentiel qui a réuni 5 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, 2 figures de l'opposition modérée, un leader de la lutte anti-esclavagiste et une femme candidate indépendante. Beaucoup s'attendaient à bien plus pour une véritable compétition. Sur le déroulement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que, bon, du fait peut-être qu'une bonne partie de l'opposition démocratique a boycotté le scrutin, a fait qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. De mon point de vue, il n'y a pas de tension, tout se passe plutôt calmement. Je crois que ce qu'il faut surveiller, c'est peut-être le taux de participation.
pour voir si le mot d'ordre lancé par l'opposition a été suivi jusqu'à quel degré. Le taux de participation ainsi que les résultats provisoires du scrutin seront rendus publics dimanche par la commission électorale. Après le décompte des voix par la CENI, le Conseil constitutionnel sera appelé à proclamer les résultats définitifs au cours de la nouvelle semaine qui démarre. Au Mali, les élections communales viennent d'être reportées à une date ultérieure pour raison de sécurité. La décision a été prise au gouvernorat du district à l'issue d'une rencontre entre les représentants des partis politiques, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la délégation générale aux élections. Les élections communales étaient prévues pour le 26 octobre prochain, après un précédent décalage en mars dernier. Je vous propose d'écouter l'avis de notre éditorialiste Alfred Chango au sujet du rôle de l'opposition dans ce report des élections communales maliennes. Le vrai problème est ailleurs, c'est-à-dire que là, on a encore l'attitude de toutes les oppositions africaines, c'est-à-dire l'élection présidentielle a eu lieu il y a quelque temps et législatives ont eu lieu il y a quelque temps. Cette opposition n'a même pas soulevé, après cette élection présidentielle, cette question-là de la nécessité de modifier ou de changer la constitution de la CENI. Et voilà, on arrive à quelques mois de l'élection. Voilà, l'opposition, sur l'invitation du ministre de l'Intérieur, suggère qu'on dissolve cette CENI, qu'on nomme d'autres personnes. Après avoir effectué une visite de 2 jours au Mali, le président tunisien Monsef Marzouki est attendu ce dimanche à Niamey, au Niger. Il sera accompagné d'une forte délégation composée des membres de son gouvernement et d'opérateurs économiques. Le Niger et la Tunisie entretiennent des relations de coopération dans le domaine du commerce, de l'enseignement, de la formation, de la communication et des transports. À Niamey, le président Monsef Marzouki co-présidera avec son homologue nigérien Issoufou Mahamadou le Forum économique nigéro-tunisien. Du sport avec la Coupe du monde de football au Brésil. Jean-Célestin Edjanguet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Alors dans le groupe G, le Ghana a fait match nul ce samedi avec l'Allemagne et ce dimanche, dans ce même groupe, les États-Unis affrontent le Portugal. Alors c'est un groupe, Anan, qui est, on va dire, qui restait très très ouvert. Effectivement, on a suivi la prestation des Black Stars du Ghana face à la Nationalmannschaft allemande. Un bon résultat de partout. Et encore que les Ghanéens auraient pu l'emporter s'ils avaient eu un peu plus de chance et s'ils avaient peut-être mis un peu plus de cœur également. Alors, ce groupe G se poursuit avec le match États-Unis-Portugal. Là aussi, on a envie de dire malheur au vaincu, puisque les États-Unis l'avaient emporté lors de la première journée face justement aux Ghanéens par 2-1, alors que les Portugais de Cristiano Ronaldo ont plié les chines face aux Allemands par 4-0. On écoute d'ailleurs à propos de ce match États-Unis-Portugal Juan José Dorado, qui est journaliste espagnol. Si on regarde le premier match des Portugais et cette défaite des 4-0 face aux Allemands, effectivement, on peut les comparer aux Espagnols. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de relever la tête et d'aller jouer ces matchs face aux États-Unis? J'ai peur pour eux parce qu'effectivement, le syndrome espagnol face aux Pays-Bas peut se répéter donc face à cette équipe des États-Unis qui a déjà gagné son premier match, qui n'est pas non plus une petite équipe, qui n'est pas son premier mondial, qui a fait des très beaux matchs et qui a envie. Et puis les Portugais, malheureusement, peuvent avoir un problème psychologique puisque justement son plus grand attaquant, Cristiano Ronaldo, n'est pas au mieux de sa forme. Dans le groupe H maintenant, Jean-Célestin, la Russie affronte la Belgique à Rio de Janeiro et il y a bien sûr le très attendu Algérie-Corée du Sud à Porto Alegre. Effectivement, les Algériens, les Fennecs d'Algérie, parce que c'est le surnom de cette équipe-là, ont là peut-être l'occasion aussi de rattraper le match aller qu'ils ont perdu face à la Belgique, 1-2, et l'occasion leur est donnée d'amener le pion à cette équipe sud-coréenne. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? On ne sait pas. En tout cas, le sélectionneur algérien Vahid Alilozic nous dit que l'équipe est prête. On l'écoute. Vous avez vu comme la Russie a autant de difficultés pour créer occasion, pour créer possibilités pour marquer. Et leur match nul est tout à fait mérité, ils auraient pu même gagner. Ça veut dire qu'on a un adversaire assez redoutable qui joue un football rapide, explosif, avec beaucoup d'applications de pressing qui peut être
très haut, de temps en temps très bas, parce que contre la Russie, ça a été un match très très tactique. Deux équipes, ils ont un bloc défensif assez bas. C'est pour ça qu'il n'y avait pas autant d'occasions. Voilà pour le football. Merci Jean-Célestin pour toutes ces explications. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.